Chaque lundi, place à l'actualité américaine, l'actualité des entreprises et l'actualité politique, bien sûr, avec notre quart d'heure américain et Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous en visioconférence. Commençons par les affaires industrielles et cette nouvelle séquence compliquée pour Boeing, quelques jours après l'accident du 737 MAX 9 opéré par Alaska Airlines. Écoutez, depuis cette catastrophe et depuis le début de l'enquête qui est menée par le Bureau fédéral des accidents, organisme indépendant de Federal Aviation Administration, organe donc indépendant de l'organe de régulateur de Boeing, trois éléments nouveaux sont intervenus. D'abord, d'un point de vue purement commercial, la Chine, très très discrètement, les clients chinois du Boeing 737, qui étaient tout contents de recevoir bientôt leurs nouveaux appareils, font savoir, avec un profil relativement bas car ils sont très embarrassés, qu'ils ne vont pas exploiter ces avions tout de suite, ils vont procéder à de longues inspections qui sont d'ailleurs exigées dans un second temps par les autorités réglementaires chinoises. Il avait fallu 4 ans pour que la Chine accepte à nouveau les 737 MAX, à la suite du deuxième accident tragique de Ethiopian Airlines. C'était il y a 1 an, en janvier 2023, la Chine acceptait à nouveau ces avions. Donc de nouveau, suspension de l'exploitation des 737, quel que soit leur modèle, des 737 MAX, pardon, quel que soit leur modèle, nouvelles inspections. Commercialement, Boeing n'avait pas besoin de ça. Et ça intervient bien évidemment dans ce contexte des relations commerciales et politiques qui sont très très tendues entre Pékin et Washington. Deuxième élément nouveau, la FAA, donc le régulateur de l'aviation civile américaine, a lancé un audit général de toutes les pratiques de fabrication et d'inspection des avions neufs de Boeing. Ce qui est stupéfiant, on pourrait presque dire maléfique, c'est que jour pour jour, le 6 janvier 2021, donc 3 ans avant l'accident tragique d'Alaska Airlines, le département de la justice signait avec Boeing Deferred Prosecution Agreement, un argument de poursuite différée qui prévoyait que Boeing ne soit pas poursuivi au pénal, que personne n'irait en gros en prison chez Boeing, à condition que Boeing, verse beaucoup d'argent aux constructeurs et aux familles des victimes, un petit peu aussi sous forme punitive au département de la justice, pas beaucoup d'ailleurs, moins de 250 millions, et que pendant ces 3 ans, Boeing se plie à un respect extrêmement strict de tous ces nouveaux engagements de vérification, de sécurité, etc. À quelques heures près, Boeing allait être libéré de cet engagement et l'accident tragique d'Alaska Airlines, qui n'a fait aucune victime, c'est vrai, est intervenu. Il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans le timing de cette affaire, parce que du coup, tout cet accord de poursuite différée est à nouveau suspendu et on attend de voir ce que le régulateur américain peut éventuellement trouver dans les promesses qui sont censées avoir été tenues par Boeing depuis 2021. Et bien évidemment, ce fournisseur de ce panneau qui cache la porte, société de Wichita, Kansas, Spirit AeroSystems, qui appartenait jusqu'en 2005 à Boeing, dont Boeing s'est débarrassé parce qu'à cette époque-là, on vendait tout ce qu'on pouvait au private equity en pensant pouvoir dégager Boeing de toutes ses contingences industrielles pour se concentrer sur l'innovation et le marketing. Énorme erreur industrielle de la vie générale maintenant. Ce panneau a été assemblé, c'est vrai, dans le Kansas, comme l'essentiel du fuselage du 737 MAX 9, ensuite mis sur un train et 1500 miles plus loin, ce panneau est à nouveau enlevé dans l'usine de Renton par Boeing pour installer à l'intérieur de l'avion tous les équipements. Donc il n'est pas évident que la société Spirit AeroSystems soit responsable de ces boulons que l'on a retrouvés dans une dizaine d'avions neufs et qui ont été mal serrés. Peut-être que c'est directement la responsabilité
des ouvriers de Boeing, ça l'enquête va le dire. Crise grave quand même, hein. Dès qu'on touche à des questions de safety, de sécurité, dans une industrie comme l'aéronautique, évidemment, ça peut aller loin, très loin, et le marché en a bien conscience, puisqu'on a déjà un cours de bourse de Boeing qui est en chute de plus de 15% depuis le 1er janvier, hein, sur les premières semaines de janvier, depuis l'accident du 6 janvier dernier. Voilà pour la page industrielle. Venons-en à la page politique, Pierre-Yves, avec déjà une nouvelle importante, puisqu'on a beaucoup parlé du risque de shutdown, de fermeture des administrations américaines qui pesait encore en ce début d'année aux États-Unis. Une nouvelle loi de dépenses a pu être votée au Congrès pour repousser cette échéance jusqu'au mois de mars. Peut-être. Je vous vois lever le doigt, Pierre-Yves. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il faut que ça intervienne avant vendredi minuit. Au Sénat, c'est faisable. À la Chambre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Le nouveau speaker de la Chambre, M. Mike Johnson, a accepté quelque chose qui a mis en colère. Alors, il est vrai qu'ils se mettent en colère très facilement, la douzaine de Trumpistes à la Chambre, hein, qui les a mis en colère. Il a repris à son compte le compromis qui avait été négocié l'an dernier entre son prédécesseur, Kevin McCarthy, et le président Biden, pour fixer les dépenses discrétionnaires à 1 660 milliards de dollars. Juste un petit pas en arrière, ces dépenses discrétionnaires ne concernent que ce que le Congrès doit explicitement voter ou tolérer. L'essentiel des dépenses fédérales américaines échappe à ce contrôle, c'est plus de 4 000 milliards de plus. En acceptant cela, le principe de ce plafond de 1 660 milliards, ce que Michael Johnson essaie de faire, c'est de respecter la Constitution américaine et les procédures classiques qui veulent que les 12 lois de finances qui constituent le budget soient votées par les deux chambres dans les deux cas. Plutôt que le système qui est effectivement en vigueur depuis des années, où on ne les vote jamais, mais on vote une énorme loi qui met tout dedans, cette fameuse Omnibus Bill, avec des tas de compromis, plus ou moins d'ailleurs cachés et illisibles, des lois de 2000 pages que personne ne peut lire. Alors c'est très bien en principe, et c'était nécessaire parce qu'en reprenant ce compromis négocié l'an dernier avec Joe Biden, on évite les coupures automatiques. Et il y a des conservateurs au sein des partis républicains qui ne voulaient pas qu'on ait des coupes automatiques dans le budget militaire. Le problème, c'est que pour mettre en place ce système de vote des 12 lois, il faut beaucoup de temps et on n'a pas le temps d'ici vendredi de négocier tout ça. Donc il va falloir rallonger la sauce encore du temporaire jusqu'à début mars par une nouvelle Continuing Resolution qui probablement sera passée au Sénat, mais qui, à la Chambre, va être difficile à passer. Parce que, alors là, c'est de l'arithmétique, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça, la très courte majorité républicaine à la Chambre est en train de fondre comme neige au soleil. Et Dieu sait s'il fait froid en ce moment à Washington. Pourquoi ? Kevin McCarthy est parti. Donc, une voix républicaine de moins dans cette courte majorité républicaine. George Santos a été exclu. Donc, il n'est plus là pour voter avec les Républicains tant qu'il n'a pas été remplacé dans sa circonscription de l'État de New York. Et on a un troisième, Johnson, Bill, cette fois-ci, de l'Ohio, qui le 21 janvier va partir en retraite. Les Républicains ne peuvent plus supporter que 2 abstentions dans leur propre camp s'ils veulent faire passer une résolution continuelle. Donc, ils vont avoir besoin plus que jamais de quelques voix démocrates, et cette fois-ci, les démocrates sont prêts à sauver la peau, au moins jusqu'au début mars, de Kevin McCarthy. Mais c'est l'humiliation suprême pour Mike Johnson, de devoir compter sur le bon vouloir de quelques démocrates pour sauver sa peau jusqu'au début mars. Un point important. Mike Johnson parle régulièrement au téléphone avec Donald Trump. Donald Trump, a priori, ne souhaite pas qu'il y ait de shutdown pendant les primaires du New Hampshire la semaine prochaine et reporte au mois de mars un éventuel shutdown. Je pense que une des clés pour comprendre ce changement de calendrier, cette réduction de majorité républicaine, c'est l'acquiescement très discret de Trump pour éviter le shutdown pour le moment. Mais
On en reparlera au mois de mars. Oui, parce qu'il serait très content de voir, comment il l'a dit, voir l'économie américaine se cracher dans les 12 mois. Après, il y a quand même un peu de tactique et de calendrier électoral qu'il faut considérer effectivement dans ces affaires à Washington et au Congrès. Pierre-Yves, un mot effectivement du coup d'envoi, donc avec le caucus de l'Iowa qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate républicaine pour cette élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Alors j'ai vu que Chris Christie avait quitté la course, jeté l'éponge. Est-ce qu'il a soutenu un ou une candidate potentielle à cette élection? Et que peut-on dire du trio de tête? Alors avec Trump très devant et Nikki Haley en seconde position pour ce caucus de l'Iowa. Alors la semaine dernière, je vous disais, la course dans l'Iowa, c'est la course pour le numéro 2. Est-ce que ça sera DeSantis ou Nikki Haley? A priori, Nikki Haley va devancer DeSantis. Je ne serais pas surpris que DeSantis laisse tomber. C'est ce que vous disiez. S'il n'est pas numéro 2 sur l'Iowa ou New Hampshire, il jettera l'éponge directement. Ce serait en tout cas le choix rationnel pour Ron DeSantis. Absolument. S'il est troisième dans l'Iowa, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, il a le soutien d'un gouverneur assez populaire local. Et alors peut-être attendra-t-il le New Hampshire pour voir s'il arrive à sauver les choses. Le départ de l'ancien gouverneur du New Jersey est une bonne nouvelle pour Nikki Haley parce que c'est un républicain relativement modéré par rapport à Trump en tout cas. Et l'essentiel des gens qui s'intéressaient à Chris Christie se reporteront sur Nikki Haley, en particulier dans le New Hampshire. Et l'espoir, bien sûr, de Nikki Haley serait de battre Donald Trump dans le New Hampshire ou de s'approcher considérablement de lui, ce qui, d'après les sondages, n'est pas encore le cas. Mais de plus en plus, on pense que si quelqu'un peut battre Donald Trump, ce qui apparaît peu vraisemblable, mais si quelqu'un peut le battre, ça serait Nikki Haley. Bon, eh bien, nous suivrons ça, effectivement, au fil de l'eau, avec ce jour symbolique et ce caucus de l'Iowa qui lance de facto la course à la candidature républicaine pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse, sur Bismart et à retrouver, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.